Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Jean Balland. Maître, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'avocat des familles des victimes dans l'affaire du bombardement du camp militaire français de Bouaké, en Côte d'Ivoire, qui a eu lieu en 2004. Et vous êtes l'auteur du livre « Crimes sans châtiment, affaire Bouaké, un des plus grands scandales de la Ve République », sorti aux éditions Max Milo. Donc, merci de répondre à cette... C'est exact, avec une petite correction. Je suis l'avocat des familles des parties civiles, comme je suis l'avocat de beaucoup de soldats blessés. D'accord ? Je ne suis pas le seul avocat, il y a d'autres avocats, mais c'est vrai que j'ai une grande majorité des parties civiles. D'accord. Et vous avez été donc, vous étiez commis d'office, hein, s'il me semble, si je me trompe pas. Tout au début. début. Et il y avait un autre. Il n'y avait pas d'avocat pour les personnes. Et bon, on s'est arrangé pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de leur intérêt, mais bon, par la suite, ça a été pris en charge par la compagnie d'assurance de militaires. Jusqu'en 2018. Jusqu'en 2018, et maintenant pour les assises. D'accord. Alors, on peut préciser également qu'il y avait un autre avocat très connu à vos côtés, mais qui n'a pas fait grand-chose. Je parle de celui qui est actuellement ministre de la Justice. Oui, Dupond-Moretti. Oui. Il était au début du dossier, mais après, vraisemblablement, il ne s'est pas occupé du tout de ce dossier-là pour des raisons qui lui sont tout à fait propres. Quoi. Alors, on va revenir sur le bombardement lui-même et son contexte géopolitique. Donc, en 2004, Laurent Gbagbo avait lancé une offensive pour reconquérir le nord du pays qui était tenu par les rebelles. Il faut savoir donc que l'armée française était présente sur le territoire via la force Licorne. Et le déclenchement de cette reconquête, c'était juste avant le bombardement du camp de Bouaké. Donc, on peut dire que l'armée ivoirienne ne s'attaquait pas aux militaires français à la base, mais vraiment uniquement aux rebelles. Et c'est vrai que ça, pour certains observateurs, ça a pu paraître curieux, voire bizarre, que tout d'un coup, des avions ivoiriens bombardent ce camp de Bouaké. Ça, c'est pour le contexte géopolitique. Et les conséquences de ce bombardement, je le précise parce que les internautes ne sont pas forcément au courant, c'est que la France, et alors on pourra y revenir quand on dit la France, qui a pris la décision, mais la France a bombardé en retour l'aviation militaire ivoirienne et donc a détruit tous les aéronefs de leur flotte. Y compris civils. Y compris civils, pardon, je ne savais pas. Voilà, donc ça c'est pour retourner un petit peu sur le contexte. Donc on le sait aujourd'hui, les pilotes qui étaient aux commandes des avions qui ont bombardé le camp militaire français, ce sont des pilotes biélorusses qui étaient et des copilotes ivoiriens. Donc les pilotes biélorusses étaient employés par l'armée ivoirienne, c'était donc ce qu'on appelle des mercenaires. Et on va venir un petit peu sur tous les points bizarres avant de parler de la procédure judiciaire sur laquelle il y a aussi eu des bizarreries. On va parler quand même de ce qui s'est passé juste après le bombardement, puisque la France a tout de suite accusé Laurent Gbagbo d'être l'auteur de ces bombardements, mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ce qu'elles paraissent. Alors, premier point qui... Ils sont beaucoup plus clairs que ce qu'ils paraissent. Dès le début, ils savaient pertinemment que c'était pas Gbagbo à l'origine. Alors, c'est le dossier qui le démontre. Voilà. Alors, il y a un premier comportement peut-être un peu bizarre, c'est les pilotes biélorusses, ils ont été exfiltrés après cette opération. Mais ma première question, c'est par qui ces pilotes biélorusses ont-ils été exfiltrés ? J'aimerais bien le savoir. C'est le problème, tout est là. Dès le début, je ne sais pas comment et pourquoi. Je le suppose. Mais vous savez, ce procès-là aurait pu avoir lieu en 2005, tout en interrogeant les personnes qui étaient sur place, en interrogeant les pilotes, etc., etc. Cela n'a pas été fait. D'une manière extrêmement organisée. Point final, et qui a duré pendant 16 ans. Pendant 16 ans, d'abord, les politiques en charge à l'époque, notamment Alio Marie, ont tout fait, mais pas seulement elle. Ils ont tout fait que les pilotes ne soient jamais à la disposition de l'autorité judiciaire française. Et point final. C'est de là que ça commence absolument toute l'histoire. Très difficile
parce qu'on ne voulait pas qu'il parle. Un premier élément qu'on peut sans doute donner, c'est que les avions ivoiriens décollaient d'une base où il y avait également des militaires français. Mais bien sûr, tout ça, vous savez, si on ne voulait pas que les avions décollent, on aurait tout simplement mis en camion sur la piste et ils n'auraient jamais pu décoller. Et même à leur retour de leur opération, on aurait pu les cueillir. Mais bien sûr, ils sont descendus, ils ont été de l'avion, tranquilles, ils ont été filmés de partout, comme si rien ne s'était passé, que tout était normal. Ouais. Alors, il y a des témoignages comme quoi ils ont été exfiltrés de Côte d'Ivoire vers le Togo par la France, en fait. C'est la France qui les a emmenés au consulat de Russie. Une très grande probabilité. Ils n'ont pas été exfiltrés vers le Togo, ils ont été exfiltrés vers le Ghana, d'abord. D'abord vers le Ghana, pardon. Oui, et c'est Montoya qui les a pris en charge de Ghana et les a exfiltrés au Congo par la suite. Au Togo, pardon. Au Togo par la suite. Bon. Comment ça s'est fait, par qui et tout ça, on n'a aucun élément. Mais c'est pour moi une bizarrerie totale parce que bon, dans le dossier, on voit que l'armée française était parfaitement manipulée dans cette affaire-là. Vous comprenez bien, parfaitement manipulée. Hein. Quand ils se sont rendus compte, ils n'étaient pas très contents. Maintenant, comment ils sont arrivés à la frontière du Ghana, quand l'armée française, soi-disant, contrôlait absolument tout en Côte d'Ivoire, ça reste un mystère. On n'a jamais su par qui et comment. Bon. Mais le fait qu'ils sont arrivés au Ghana et que c'était Montoya, et tout le monde connaît un peu Montoya et qui sait qu'il a toujours œuvré pour la France-Afrique, on se pose des questions. Maintenant, ils sont arrivés au Togo là-bas. Ils se sont rendus compte immédiatement, les autorités togolaises, qu'il s'agissait des pilotes. Bon, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Ils ont informé les Français par tous les canaux possibles et imaginables. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'ils ont alerté le Quai d'Orsay, ils ont alerté... Ils ont alerté, vous savez, tout le monde était au courant, tous les services secrets, ils ont alerté les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, etc. Il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait bien des pilotes, parce qu'il y avait toutes les photos possibles et imaginables. Les services de renseignement, ils ont fait un travail formidable depuis le début. Depuis le début, ils savaient tout ce qu'il faut, les pilotes, quand ils mangent, quand ils font pipi, etc. Ça, c'était pas un problème. Ils étaient sous contrôle total. Maintenant, au grand désespoir de tout le monde, la France, quand je dis la France, attention, j'accuse pas la France. J'accuse une camarilla au pouvoir à l'époque. Les autorités, de l'époque. Voilà. Et ils ont tout fait en mentant comme des arracheurs de dents, y compris au juge d'instruction. Ils ont refusé que ces pilotes-là soient rendus à la justice française. Ils n'ont d'ailleurs jamais informé le procureur ou quoi que ce soit de leur arrestation. D'après des choses dans le dossier, même Chirac n'était pas informé. Et bon. Et après, les pilotes se sont perdus dans la nature. Et même si par la suite, il y a eu des mandats d'arrêt sans cesse en permanence, ils n'ont jamais été arrêtés. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Ils étaient pendant des mois et des mois, détenus par les autorités togolaises qui ont alerté les autorités françaises. Non, pas pendant des mois, n'exagérons rien. Pendant des semaines. Les autorités togolaises les ont détenus une semaine ou 10 jours. Je ne me rappelle plus exactement. Quand ils ont vu que les Français ne veulent pas d'eux, salut, au revoir. Donc la France a fait les autorités françaises ont fait le dos rond, la sourde oreille, et n'ont pas voulu interroger ces pilotes. Pas le dos rond, ils ont dit clairement à tout le monde, ne vous préoccupez pas de ça. C'est plus qu'étrange, c'est louche. C'est tout le fond du dossier. Alors on va parler maintenant de la procédure judiciaire en elle-même, puisque le procès donc va démarrer lundi. Oui. Enfin, j'ai envie de dire, puisque 2004, on est 17 ans après, c'est énorme. C'est énorme, surtout que je vous dis, s'il n'y avait pas eu ce sabotage permanent dès le début, le procès aurait pu se dérouler en 2005-2006, grand maximum. Alors quels sont justement
les bizarreries, les obstructions auxquelles vous avez dû faire face, vous, en tant qu'avocat, dans cette procédure? Il n'y a pas que moi en tant qu'avocat, les juges d'instruction y compris. Et c'est ça qui est le plus grave. Parce que dans toute cette affaire-là, il y a deux bizarreries. Non, c'est beaucoup plus que bizarrerie. Hein. D'abord, toute la volonté politique qui était dès le début de complètement faire en sorte que les auteurs ne soient pas entendus par la justice. Pourquoi on a fait ça? Vous savez, le problème n'est pas qu'on ne connaît pas la vérité. Le problème est pourquoi on a tout fait pour empêcher que la vérité sorte. Ça, c'est le problème numéro un. Bon, ça, c'est la première phase. Ensuite, la deuxième phase, quand le dossier commençait à réellement avancer, c'est qu'on a considéré, d'abord, moi, en tant qu'avocat des parties civiles, ensuite les juges d'instruction, par la suite, qu'il y a des énormes fautes là-dessus et que cela devait être que les trois participants à cette affaire-là, donc Villepin, Alliot-Marie et Barnier, méritaient au moins qu'ils soient envoyés devant la Cour de justice de la République. Oui, qu'ils soient interrogés, qu'ils soient entendus. Non, qu'ils soient entendus d'abord, mais carrément envoyés devant la Cour de justice de la République. Poursuivis, d'accord. Poursuivis, d'accord, avec des fractions pénales très bien définies. Je vous dis très clairement que si ces personnes-là étaient des personnes lambda, il aurait été poursuivi devant la cour d'assises comme complice, d'accord? Mais bon, ça, c'était pas possible. Du tout. D'abord moi, ensuite les juges d'instruction, on a tout fait pour essayer de saisir la Cour de justice de la République, d'accord? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, s'ils étaient des personnes lambda, ils auraient été sur le banc des accusés comme complices devant la cour d'assises. Bon, maintenant, c'est pas le cas, donc pour l'instant, ils sont intouchables, les trois ministres. Bon. Le problème qui se pose, il est le suivant. Ça, c'est la deuxième étape. Au début, ce fut les politiques qui ont tout fait pour qu'on empêche d'écouter, que la justice ne puisse pas interroger les exécutants, parce que tout simplement, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Qui étaient les commanditaires? Et ça, à mon avis, on ne voulait pas du tout le savoir. Et en mettant tant d'énergie, on se pose la question très sérieuse, qui étaient les commanditaires et pourquoi ils sont protégés à ce point-là? Bon, je laisse des points de suspense, chacun donnera sa propre réponse. Maintenant, dans la deuxième phase, Alliot-Marie, qui était ministre de la Justice à l'époque où il était entendu par la juge d'instruction, sur un très long interrogatoire qui fait presque 40 pages, la juge d'instruction l'a mis devant ses mensonges en permanence. En permanence. C'est clair, net, précis. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. À ce moment-là, Mme Alliot-Marie a considéré, en prenant son temps, que le tribunal aux armées, c'est un tribunal qui ne doit plus exister pour toutes sortes de raisons économiques, etc., etc. Alors que le tribunal aux armées faisait un travail formidable. Hein? Et il était un petit peu indépendant du pouvoir politique, quoi. Indépendant du pouvoir politique, mais pas simplement ça. Il était spécialisé dans tout ce qui se passait dans les OPEX, pour les soldats ou quand ils étaient partis civils, etc., etc. Il faisait un travail formidable. Bon. On l'arrête de la carte. Ensuite, il y a jusqu'à maintenant, ça dure tous les problèmes, conséquence de cette décision prise à l'époque. Bon. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans ça. Dès que le dossier passait dans les jurons du tribunal de grande instance de Paris sur sa section militaire, Molins fut nommé procureur de Paris. François Molins. Donc, oui, celui qui va chapeauter absolument tout. D'accord?
Non, tout simplement pendant toute la période d'instruction, il n'a strictement rien fait pour le dossier. D'accord. Le parquet n'a pas bougé ses fesses. Mais il a absolument tout fait pour empêcher que la Cour de justice de la République soit saisie. Alors il faut préciser quand même qu'il a été directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie. C'est pour ça qu'il a été mis à son poste. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça dure des années, procédure après procédure, mais le résultat est qu'à un moment donné, comme lui a totalement refusé, malgré les demandes des juges d'instruction, prendre une ordonnance pour saisir la Cour de justice, la juge d'instruction a fait elle-même ce genre d'ordonnance. D'accord. Maintenant, le procureur de Paris n'avait qu'une seule chose à faire, transmettre cette ordonnance à l'avocat général près de la Cour de cassation, que lui, il aurait continué la suite de la procédure. Pendant 3 ans, il n'a pas bougé le petit doigt. Il n'a jamais saisi l'avocat général près de la Cour de cassation. Bon. Après, Molins a été remplacé vers la fin de l'instruction totalement par un autre procureur qui, lui, immédiatement, a saisi l'avocat général près de la Cour de cassation. Le hiquet, et entre-temps l'avocat plus général près de la Cour de cassation, c'était qui? C'était Molins. Oui. Voilà. Comme ça, la boucle était bouclée. La boucle était bouclée. Après parce que bon, parfois de presse, par tout ça, j'ai l'impression, à un moment donné, il saisit la commission des requêtes de la CJR. de justice. C'est une étape préalable, ok? En disant, avec une hypocrisie absolument hallucinante, et ensuite avec un cynisme encore plus hallucinant, encore plus interne, je saisis la commission des requêtes par souci d'équité, tout en pensant qu'il n'y a absolument aucun motif pour poursuivre ces 3 ministres. Voilà, donc la boucle est bouclée, l'ordre est donné, terminé. Oui, là, il est clairement sorti de son rôle, quoi. Attendez, si vous prenez une comparaison avec le dossier Sarkozy, vous savez, avec le magistrat qui a été condamné dans le même procès, d'accord? Si vous faites une petite comparaison, je rentre pas dans le procès de Sarkozy, non. On peut dire plein de choses là-dessus aussi. Mais si on compare les choses, ce qu'il a fait ce magistrat-là, qui a été condamné dans cette affaire, c'est même pas l'ombre d'un pipi de chat comparativement à ce qu'il a fait Molins dans ce dossier-là pendant des années. S'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, pas simplement conflit d'intérêt, ça dépasse le cadre. Mais bon, c'est comme ça. Cette affaire-là, qui peut être un des plus grands scandales de la Ve République, dès le début, on a tout, absolument tout fait pour empêcher qu'elle prospère. Je vous dis très clairement, si j'étais pas avocat dans cette affaire, elle aurait été enterrée depuis très longtemps. Mais bon, j'ai jamais cédé petit à petit. Bon, ce que ça paraissait comme des théories fantaisistes parce qu'on m'attaquait de tous les côtés. Bon, c'est devenu pratiquement une réalité factuelle et les juges d'instruction consécutives ont pris le même cheminement de la pensée que moi. Bon, mais bon. Alors vous dites que c'est un des plus grands scandales de la Ve République parce que ça a tous les aspects, ça a toute la couleur et l'odeur de ce qu'on appelle en anglais une false flag operation, c'est-à-dire une opération sous faux drapeau, même si vous ne le direz peut-être pas parce que vous êtes avocat et vous êtes tenu à... Non, moi je le dis très clairement. Bon, moi j'ai pas la prétention de détenir la vérité, d'accord? Bon. Comme je n'ai pas cette prétention-là, tout mon combat, il fut que des commissions d'enquête parlementaire ou une cour de justice qui ont des moyens nettement supérieurs à un juge d'instruction puissent s'emparer de cette affaire-là et découvrir la vérité, d'accord? Pour moi, ce que je pense, ça a été clair dès le début, c'est pas la première fois que je le dis et je le répète donc,
avoir un prétexte pour se débarrasser de Gbagbo. Et donc à ce stade-là, il est intéressant de préciser que le lendemain du bombardement, il y a une colonne de blindés français qui est arrivée devant la résidence de Gbagbo. Bien sûr. Et le coup d'État n'a pas marché parce qu'il y avait la foule dans les rues et plein de télé dans les rues. Et donc bon, à un moment donné... Et donc les Français, ils ont dit que... Ils se sont trompés de chemin, ce que c'est ce qui a été dit, ça. De tous les points de vue. Maintenant, le problème est que c'est là où j'ai commencé à tirer les ficelles. L'endroit qui a été bombardé et qui a reçu les requêtes de plus, pour la première fois de toute l'histoire du camp du 17-4, il était fermé soi-disant pour inventaire. D'accord? Donc endroit qui était supposé être vide. Il supposé être vide. Ok, on ne sait pas du tout pourquoi et comment, mais la coïncidence, elle est totale. Il est supposé être fermé juste au moment du bombardement. Ni journée avant, ni journée après, ni rien du tout. D'accord? Ok. Le X, le problème, c'est que comme c'était des bâtiments les plus solides, les gens ont accouru pour se protéger là-bas. D'où le nombre de blessés et de morts. D'accord? Et quand les blessés et de morts, qui à mon avis n'étaient pas prévus du tout, est apparu, tout ça s'est transformé en enquête judiciaire. Bon, et quand ça s'est transformé en enquête judiciaire, la panique des gens au pouvoir à l'époque fut totale. J'explique pourquoi et comment dans mon livre, et tout le tissu qui s'est créé autour de ça, tous les mensonges, toutes les obstructions, les actes et les décisions qui étaient prises pour que cette enquête ne prospère pas. Oui, parce qu'il y a il y a eu des demandes de déclassification qui n'ont jamais abouti. Oui, ça aussi, mais bon, peu importe, maintenant, vous savez, les gens parlent, il y a des milliers de témoignages dans le dossier, donc, bon, même quand ils ne peuvent pas dire la vérité, ils vous laissent, surtout les militaires, qui se sont rendus compte qu'ils ont été complètement manipulés, et ils ont eu mauvaise. Comment croyez-vous que j'ai pu, moi, développer le dossier autant que ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Reçu de façon discrète ou anonyme, plein de témoignages. De témoignages ou de faits, ok, qui m'ont été transmis par des militaires de haut niveau, point final, discrètement. Mais quand vous parlez de faits, ça peut être des photos, ça peut être des éléments comme ça de preuves. Ça peut être de tout, mais peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour un dossier qui fait 15 000 pages. Oui. Alors justement, le procès qui s'ouvre lundi, vous pensez peut-être qu'il aurait dû durer que quelques jours parce que... il aurait dû durer une seule journée parce qu'ils sont absents. Oui. C'est par défaut. Par défaut, on ne discute même pas, on condamne. Un procès par contumace. C'est fini. Ok? Et si on les attrape par la suite, ils n'ont qu'à faire opposition. Bon. Là, il dure pendant 3 semaines. Déjà, l'avocat général près de la cour d'assises, il a pris des réquisitoires très bien, selon moi. C'était pour la première fois, officiellement, dans des réquisitoires où il met en cause carrément l'attitude des politiques. Ok? Carrément, il le met en cause. Même si les politiques ne seront pas jugés là-dessus. Mais c'est la première fois que ça apparaît dans des écritures officielles. Il me cite au moins une trentaine de fois, etc., etc. Donc, maintenant, si le procès a lieu pendant 3 semaines, on va discuter de quoi? On verra bien. Moi, j'ai demandé la convocation, moi et un autre avocat, Maître Coutan, de Poitiers. On a demandé l'audition des ministres, des anciens ministres. Voilà, des anciens ministres. On verra bien s'ils vont venir. Et Donc... qu'ils mentent les yeux dans les yeux des parties civiles. Voilà. Les victimes. Très bien, on va suivre cette procédure avec attention. Et puis, si vous êtes d'accord, on va programmer une interview pour l'issue du procès. Ok, moi, je suis toujours à disposition parce que vous savez, mon problème avec ce procès-là, c'est que, vous le savez très bien aussi, et beaucoup de journalistes le savent, il n'a jamais été rendu public à grande échelle. Ça veut dire
des YouTube ou des petites stations de télé ou de radio parlent de ça. Mais jamais et y compris des journaux. Dès que les journaux, ils parlent de la presse écrite. Mais jamais la télé. Jamais la télé, genre TF1 ou Antenne 2, etc., etc. Oui, il y a un plafond de verre. Il y a une sorte de plafond, il y a une sorte de plafond de verre qui n'a pas été possible de percer. Ce que j'explique moi dans mon livre, où je parle de la mafia des gens bien nés, ok, ce qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie ou quoi que ce soit. Mais ce sont des gens qui se connaissent depuis des siècles, ok, que les familles se connaissent totalement, qui sont amis, qui ont des intérêts communs, qui les uns font la carrière des autres et qui se tiennent pas seulement le coude. Et il y a aussi des décideurs de haut niveau dans la presse qui font partie de cette famille-là. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment et je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il y a des journalistes qui ont fait des enquêtes très sérieuses et qui n'ont jamais pu aller jusqu'au bout, parce qu'au bout, on a eu le stop du Big Boss. Bon, ça démontre quelque chose aussi. C'est sûr. Maintenant, vous savez, se battre contre les moulins avant, c'est difficile. C'est difficile, mais j'ai jamais arrêté. Eh oui, c'est le propre de tous les Don Quichotte, les lanceurs d'alerte et les gens qui appuient... Non, mais je ne suis pas un lanceur d'alerte, vous savez, je ne suis pas un complotiste dans l'arme, je ne vois pas des complots partout. Ah non. Loin de moi cette idée-là. Loin de moi cette idée-là. C'est pour ça que quand j'ai expliqué dans le livre, je fais toujours la différence entre ce que je pense, et que je leur dis c'est ma pensée, mais il vaut ce qu'il vaut, et les faits absolument réels que je démontre point par point. Voilà. C'est sûr que dans cette affaire, les faits sont... rien que les faits sont déjà suffisamment troublants et accusateurs pour qu'on n'ait pas besoin d'extrapoler beaucoup. Oui, c'est vrai, mais ça a pris 16 ans. Vous comprenez ? Bien sûr. Eh bien, Maître Balland, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et votre action. Merci à vous. Je vous souhaite bon courage pour ce procès qui, à mon avis, ne va pas être de tout repos non plus. Non, mais ça c'est clair, mais ça dépendra aussi beaucoup de l'attitude du président, dans quel sens il va vouloir mener les débats. Eh bien, on va suivre ça avec attention. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.